émission de Toff Sport, comme d'habitude, à mes côtés, des chroniqueurs, des journalistes. À ma gauche, tout d'abord, Xavier Thirion, journaliste pour Le Soir et pour Sudinfo. Bonjour Xavier. Salut François. Bruno Govers, ancien journaliste, on peut dire ça comme ça? Oui, 40 ans quand même. Mais qui suit toujours le football hein, de très près. Et alors à ma droite, Phil. Bonjour Phil, comment ça va? Bonjour François. Grand gardien. Oh, 1m84, hein, pas plus. Et à ses côtés, notre invité exceptionnel pour cette émission d'aujourd'hui, Hubert Lemaire. Bonjour Hubert. Bonjour. On va commencer avec toi Hubert. Est-ce que tu pourrais peut-être juste te présenter en quelques mots? Voilà, j'ai travaillé 22 ans au Sporting d'Anderlecht comme préparateur physique. Et je suis originaire de la région de Tournai, à la frontière française, et expatrié dans le Borinage. Et voilà, je suis atterri à Bruxelles il y a 22 ans. C'est ça. Et si on t'invite aujourd'hui, c'est pour ce bouquin dans les coulisses du Sporting d'Anderlecht que tu as écrit et auquel Xavier Thirion a participé. Est-ce que tu pourrais peut-être nous dire aussi en quelques mots qu'est-ce qui se trouve finalement dans ce livre? Au départ, j'ai envie de transmettre à mes enfants, à mes amis, et puis raconter un peu pourquoi j'étais un peu absent aussi à la maison. Et voilà, c'était vraiment pouvoir transmettre quelque chose. Et j'avais ça dans ma tête depuis quelques années. Et puis voilà, ça s'est précipité quand j'ai décidé de prendre ma pension. Et voilà, j'ai rencontré Xavier il y a une dizaine d'années et je crois qu'il a été pris tout de suite par le projet. Et voilà, donc j'étais bien soutenu par lui. Et puis après, on a eu Romulu qui a décidé de faire la préface du livre. Ouais. Donc tout ça s'est enchaîné et ça a été terminé donc, le 1er juillet. Et maintenant, c'est sorti il y a 2 semaines. Xavier, est-ce que tu peux peut-être aussi nous expliquer un peu le projet de ce livre et qu'est-ce qui s'y trouve dedans? Pas mal d'anecdotes, non? C'est ça? Pas mal d'anecdotes sur les 22 années vécues par Hubert en RP. Son parcours est assez incroyable puisque si on regarde un peu tous les joueurs qu'il a côtoyés, qu'il a coachés, il a connu tous les grands, en fait, tous les grands de la génération des Diables, la génération dorée des Diables. Ouais. Il y a Lukaku, Tielemans, Dendoncker, Pratt, Doku, Mertens, enfin bref, j'en oublie tellement qu'il y en a. Il les a vus grandir, il a vu arriver Romelu qui au départ n'était finalement entre guillemets qu'un athlète et qui au niveau technique était un peu limité, etc. Mais il les a fait tous évoluer, tous grandir. Et justement, tu le disais, la préface est signée par Romelu Lukaku. Est-ce que tu peux peut-être un peu nous dire quel genre de joueur c'était quand tu l'as connu? On parle souvent de tarmature, mais lui c'était un taumature plutôt. Et c'est sûr qu'il est arrivé, il venait du Lierse, il avait 13 ans. Et je l'ai eu 3 ans, donc jusqu'à 16 ans, parce que c'est à ce moment-là, donc il est passé en espoir et puis avec l'équipe première, donc d'Ariel Jacobs. Et donc voilà, je l'ai connu à un moment où il était vraiment en plein développement. Et c'est vrai qu'il est arrivé avec sa morphologie imposante, mais c'était beaucoup de travail au niveau technique. Mais c'était du plaisir parce que c'est quelqu'un d'intelligent et il savait pourquoi il le faisait et j'ai jamais eu de problème avec lui. Peut-être que c'est ça aussi qu'on a gardé contact encore maintenant. Dans le livre, tu expliques aussi que Vincent Kompany a une place importante dans ta tête et dans ton cœur. Est-ce que tu peux un peu expliquer la relation que tu as avec Vincent? Oui, mais ça c'est en 2002. J'arrive, en fait j'étais à la Ligue d'athlétisme. J'avais joué un peu au football dans le temps, à l'Union de Tournai, mais c'était pas le sport que je préférais. Donc, je m'étais dirigé vers l'athlétisme. Et là, j'ai travaillé un peu dans le sport scolaire comme directeur pour la province du Hainaut. Puis, j'ai été à la LBFA, donc à la Fédération belge d'athlétisme, où j'étais responsable de la promotion avec Philippe Ouzio. Et voilà. Et Anderlecht, en fait, est venu me chercher à la Fédération d'athlétisme en cherchant un technicien de course. Okay. Et en fait, c'était pour prendre en main des gars comme Vincent Kompany, Vandenborg, Floribert Engalula, Kempeners, Michael Lacroix. Et j'ai commencé avec Vincent, notamment des individuels, en 2002. Et là, on est seul à seul. Et là, c'est des grands moments pour moi parce que il se confie. C'est un gamin de 16 ans. Et moi, je prends mon pied aussi parce que je suis quand même encore prof d'éducation physique à l'époque et je vois un gamin qui veut arriver. J'en parle un peu dans le livre. C'est quelqu'un qui est à l'écoute et voilà, il y a une relation qui s'installe. Et c'est dans ce sens-là que je dis qu'il est aussi dans ma tête, fatalement, mais aussi dans mon cœur parce qu'il y a une relation privilégiée qui se passe. Et cette relation, je crois, elle s'est prolongée même encore. Par après, oui. C'est ça. Bruno, toi qui suis Anderlecht de près,
c'est le genre de livre qui pourrait plaire à ceux qui Oui. suivent Anderlecht, mais pas seulement finalement, parce que c'est des grands noms, Kompany, Lukaku, il n'y a que des grands noms dont on parle là-dedans. Non seulement pour les noms, mais aussi je pense que les méthodes ont fort évolué. Hein. Et je lui citais tout à l'heure la réflexion de Hein van Azenbroek quand il était entraîneur à Anderlecht. Il avait quand même un passé de joueur, il était défenseur à Rolbeek durant sa carrière, et quand il est devenu entraîneur à Anderlecht, il me disait au moment où je jouais à Rolbeek, on savait qu'Anderlecht, l'équipe d'Anderlecht, on pouvait l'avoir à l'usure dans le dernier quart d'heure. Et quand il est devenu entraîneur, il a dit ce temps-là est révolu, c'est fini, c'est fini. Donc il y a quelque chose qui a changé. Qu'est-ce qui a changé? Il faudrait peut-être le demander à Hubert, justement. Et justement, oui, quelle est la place finalement que l'aspect physique prend Est-ce que maintenant on met encore plus l'accent qu'avant? On parle beaucoup de tactique, de technique, de mental. C'est quoi l'aspect, quelle place prend l'aspect physique dans tout ça? Oui, c'est ce que M. Govers dit, c'est important. Bien sûr, c'est sûr qu'Anderlecht a toujours été une équipe à réputation technique et beaucoup moins physique. Donc, au départ, j'étais engagé donc, là, au centre de formation en Erpede. J'étais le seul. Je suis arrivé tout seul et maintenant, chaque équipe a son préparateur physique. Donc, pour un peu répondre, je crois qu'Anderlecht a compris que les footballeurs devenaient de plus en plus des athlètes et qu'il fallait les entraîner comme des athlètes. Et donc, c'est sûr qu'à l'époque où moi je suis arrivé, il y a un fossé par rapport à maintenant où la préparation physique a vraiment évolué, quoi. Xavier, Je voudrais peut-être faire une petite précision là-dessus. L'évolution de la préparation physique, l'évolution des datas, l'importance que ça a pris dans la préparation aujourd'hui. Mais je pense que Hubert, au-delà de ses compétences, il avait une facette que n'ont peut-être pas les jeunes qui arrivent et dont il devrait peut-être s'inspirer, c'est l'aspect humain, l'aspect relationnel qu'Hubert a toujours gardé avec ses gars. Quand on voit le respect que rien qu'un Romelu Lukaku, je crois qu'Hubert peut l'appeler jour et nuit, il lui répondra. Donc ça, c'est très symbolique et ça montre beaucoup, très fort la relation qu'il avait su construire avec eux. Et donc au-delà de l'aspect, je veux dire, des données techniques, etc., il ne faut pas oublier ce côté familial, humain. Il a transformé la préparation physique en quelque chose d'agréable pour les joueurs, alors que d'habitude le préparateur physique est un peu leur bourreau. Ouais. Et lui, il a rendu ça agréable. Donc c'est quand même une fameuse performance. Ce côté familial, justement, Papy Hubert, c'est ça le surnom? Ça vient d'où? Ça vient de quand? C'est parce que voilà, tu vieillis et bon, les jeunes, eux, restent jeunes, quoi, vu que quand tu as des U18, ça restera, même si les années passent. Mais toi, tu vieillis quand même au niveau de ta carte d'identité. Donc voilà, c'est sûr qu'au début, c'était plus papa, et puis c'est devenu... au bout de 20 ans, ça devient papy. Et en plus, ils savent que bon, j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants. Hein, donc voilà, mais ça ne me dérange pas parce que c'est aussi une forme de respect et je sens qu'il y avait beaucoup de respect chez eux. Et pour moi, c'est important. Comme Xavier dit, j'ai toujours essayé de mettre du fun dans la préparation physique parce que j'ai jamais vu un joueur qui était heureux quand il te voyait arriver. Donc j'ai mon mot à moi. Hein, Monsieur Govers parlait aussi tantôt de est-ce que c'est vraiment tes supporters d'Anderlecht pour lire le livre? Je ne crois pas. Je parle d'ailleurs d'un gars comme Guy Namuroy qui est un Stade à fond, qui est décédé il y a une dizaine d'années, et simplement, je pense pas que tu dois être vraiment Anderlechtois, voilà, supporter pour toi le livre. Donc j'en parle dans le livre et je pense pas que tu dois être nécessairement supporter d'Anderlecht. Xavier, si tu avais peut-être une anecdote qu'on retrouve dans ce livre, une chose peut-être qui t'a frappé, qui te fait un souvenir ou un fait marquant de ce livre finalement, est-ce que tu pourrais nous le partager? Mais je pense que c'était, Hubert me le rappellera, mais c'était en stage, préparation d'un stage où tout d'un coup vous voyez disparaître Jordan Lukaku, qui était en plein jogging matinal et il pensait qu'il tirait la carotte, qu'il allait essayer d'éviter le bazar, mais en fait c'est tout d'un coup il s'est senti mal et il a dû aller se soulager dans un champ d'à côté, il ne le retrouvait plus, donc bon voilà, c'était le frérot de Romelu. Mais... Non, c'est à Hoogstraten, en fait, c'est à la frontière hollandaise. Avec Jordan, on faisait le jogging matinal. Et bon, c'était pas le plus populaire des exercices. Et lui, pas non plus le plus vaillant des joueurs. Donc voilà, je me dis, ça y est, celui-là, il essaye de tirer au flanc. Et pour finir, en fait, c'est vrai qu'il devait vraiment aller se soulager. Et là, ça a été
vraiment un grand moment. Je crois que cette anecdote l'a poursuivi longtemps. Oui, Anderlecht, les jeunes le faisaient souvent aller avec ça. Phil, c'est quoi toi ton lien justement avec les préparateurs physiques? On se dit à chaque fois, oui, quand on les voit arriver en tant que joueur, peut-être que c'est pas nécessairement la personne qu'on veut voir arriver. Toi, c'était ton cas, t'aimais bien ça? T'aimais bien travailler physiquement? Absolument, ça fait déjà partie de la vie d'un professionnel, que ce soit dans le football ou dans un autre sport. Maintenant, il est clair que ce sont moi je les appelle toujours les stars de l'ombre, que ce soit les préparateurs physiques ou les analystes vidéo ou les entraîneurs des gardiens ou quel que soit leur métier. Ce n'est pas les plus populaires, on ne les voit pas toujours à l'écran, mais ce sont des personnes, des médecins du terrain, parce qu'on a besoin d'eux et sans eux, on est malade, je vais dire ça comme ça. Mais aussi, comme le disait Xavier aussi, ça a tellement évolué dans le domaine des statistiques, des data, etc. Mais il ne faut pas oublier la base. Je pense que Hubert ne va pas me contredire en disant que la base, que ce soit pour les préparateurs physiques ou pour les préparateurs de gardiens, il y a toujours une ligne où tu dois partir de là. Et après se rajoutent les data, les stats, etc. Mais la base, on ne peut jamais l'oublier. Oui, non, je rebondis sur ce que... Hubert, pardon. Sur ce que Philippe dit ici maintenant. Non, je suis tout à fait d'accord avec lui. Et c'est ça pour le bouquin, il vient aussi un peu aussi là-dessus. C'est que moi j'ai toujours bien vécu le fait d'être dans l'ombre, comme il dit, mais c'est aussi pouvoir mettre un peu le préparateur physique au devant de la scène. Je crois que c'est une première mondiale. Je crois qu'il y a eu des bouquins sur des gardiens, sur des entraîneurs, sur des managers, sur des présidents, mais je crois que c'est le premier bouquin qu'un préparateur physique fait sur son parcours. Donc j'ai en tout cas moi essayé de chercher. J'en ai pas trouvé. Si, sur la préparation physique, il y en a beaucoup et j'en ai plein à la maison. Mais sur le parcours d'un PP, comme on dit, ça je crois que c'est la première fois. Donc quelque part, c'est aussi... à mon âge, c'était important de mettre ce travailleur de l'ombre, comme Philippe le dit, un peu au devant de la scène. Voilà, donc c'était un plaisir pour moi. Avec pas mal de confidences, du coup, comme on l'a dit, d'anecdotes, d'histoires. Voilà, donc, dans les coulisses du Sporting d'Anderlecht, est-ce que tu peux peut-être nous dire où est-ce qu'on peut le retrouver Oui, mais c'est les éditions Racine. Sur Internet, en allant sur les éditions Racine, on sait le trouver. Je sais que dans les clubs, dans les carrefours, dans les press shops, il y a aussi, donc voilà. Et alors, quelque chose d'important aussi, ça a été traduit en néerlandais. C'est Uitgeverij Lano, donc les éditions Lano. Et c'est acteur de Schermen bij Sporting Anderlecht, donc en néerlandais. Donc c'est un plus, parce que Anderlecht, c'est quand même un sport et un club surtout où on parle aussi bien le néerlandais que le français, donc c'était pour moi un plus de l'avoir aussi dans les deux langues. Voilà. Mais comme on a dit, pour les supporters d'Anderlecht, tout comme pour tout le monde, tous les amateurs de football. Voilà. Et on va rester au Sporting d'Anderlecht avec la victoire arrachée dans les arrêts de jeu contre le Beerschot. Xavier, est-ce qu'on peut dire que cette victoire-là, ils étaient menés, on le rappelle, les Mauves, est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment une victoire au mental? On peut la décrire comme ça? Oui, essentiellement, et ça résume un petit peu le nouvel Anderlecht sous David Hubert, une équipe quand même qui, même quand ça tourne mal, ou ça ne tourne pas bien en tout cas, sait se battre jusqu'à la fin. Une équipe aussi dans laquelle les réservistes font quand même très souvent la différence. Ici, ils ont été sauvés finalement par 4 joueurs que l'on croyait perdus. Fouquet qui fait l'assist pour Verskaren sur le premier but et Vasquez qui fait l'assist pour Dreyer sur le dernier. Donc 4 joueurs en totale perdition depuis le début de la saison. C'est finalement eux qui font la différence. Malgré une équipe du Beerschot qui a joué de manière très rugueuse mais qui était très méritante en première période, qui était assise dans un fauteuil après avoir marqué très vite, de nouveau via Al Salafi, qui a marqué donc, 3 buts contre Anderlecht. Et je pense que tous ces buts, il les a marqués soit contre Anderlecht, soit contre Bruges. Enfin bref, il aime les grands matchs. Voilà. Et donc, cette victoire au forceps, malgré un adversaire coriace et malgré l'état de la pelouse dont on reparlera peut-être tout à l'heure. En fin d'émission. Phil, est-ce que tu penses que... On dit souvent que pour être champion ou pour être sur le podium, il faut réussir à battre les entre guillemets petits. Ici, est-ce que tu penses que c'est l'exemple qui montre qu'Anderlecht, oui, sera sur le podium en fin de saison? Absolument. Ça fait partie aussi de leur renaissance, je vais dire, de retrouver cette place où ils ont toujours été, où tout compte fait, ils méritent d'être. C'est pas rien que leur cas.
quand on prend les 3 premiers du classement, Genk par exemple, Bruges et Anderlecht, c'était 3 matchs, je ne vais pas dire pareil au point de vue animation, mais ce sont 3 matchs où les 3 équipes n'ont pas été éblouissantes. Ce n'était pas un exemple de beau football, mais ils gagnent tous les 3. De façon un peu approximative, mais quand même, dans la dernière minute, Bruges Malines pareil, dans les toutes dernières secondes, Anderlecht pareil, c'est ces matchs-là qu'il faut gagner si tu veux rester là au-dessus. Et c'est par exemple ce qui se passe par contre en disant qu'ils n'ont pas fait un bon week-end. On va prendre l'exemple du 4e ou 5e, c'est l'Antwerp, qui se fait laver la figure chez eux par un Charleroi méritant, je pense. Ouais. C'est des matchs à gagner. Et c'est là un peu le mérite qui revient à Genk, à Bruges et certainement à Anderlecht. Et le contre-exemple peut aussi être l'Union, qui n'a pas réussi à battre le cercle hier. Bruno, peut-être une petite question. On avait parlé avec toi il y a 1 ou 2 semaines de Jari Verskaren. Plutôt en mal à ce moment-là. Ici, voilà, il fait une montée assez bonne, c'est lui qui égalise. Est-ce que tu penses que c'est le genre de match qui peut lancer enfin ce joueur ? Mais écoute, j'espère pour lui. Maintenant, on ne va pas tirer de conclusions définitives après un match. D'ailleurs, les interviews d'après-match, elles allaient toutes dans le même sens. Hein. Tu reviens de loin parce que ça et là, on parlait déjà d'un prêt, etc., etc. Donc, il a réagi à sa manière en disant je me focalise sur mes prestations. Je pense que le but c'est peut-être un but libérateur pour lui. Enfin, c'est peut-être plus difficile de la mettre à côté que dedans, mais ça va lui faire du bien, d'autant plus que Anderlecht paye quand même un lourd tribut aux blessures pour le moment. À chaque match, tu as au moins un blessé, un joueur blessé. Ici, Mario Struikens qui est sorti sur blessure. Voilà, exactement. Tu as Mario Struikens, tu as Edozie, tu as De Greef, etc. Donc, ça commence à faire beaucoup. Et oui, dans ces conditions-là, je pense qu'un Léonie, un Verskaren auront de nouveau un rôle à jouer. Maintenant, je voudrais quand même revenir à un moment donné sur ce que Hubert a dit. Enfin, moi, j'ai toujours appris qu'à qualité physique égale, c'est la technique qui faisait la différence. Alors, la technique, oui. Mais je pense aussi qu'il y a l'aspect mental qui vient se greffer là-dessus. Et ce qui m'interpelle quand même, côté Anderlechtois, c'est ce manque d'intensité en début de rencontre. On a vu ça en coupe contre Westerlo, où il faut que Westerlo marque pour que subitement il se réveille. Ouais. Idem contre le Beerschot. Alors que quand tu vois des matchs en Allemagne, en Angleterre, c'est à fond la caisse dès les premiers échanges. Ici, tu as l'impression qu'il faut à chaque fois un round d'observation. Alors, ça peut bien se passer quand l'adversaire ne marque pas, mais quand ils sont menés au score, hier, c'est vraiment sur le fil qu'ils émergent. Bon, Westerlo, c'était une autre histoire, mais ici, c'était vraiment sur le fil. Et là, je pense qu'il y a vraiment encore du travail à faire à ce niveau-là. Je sais pas. Hubert, tu es d'accord avec ça ? Il y a encore du travail physique ici à Oui, Anderlecht. non, mais bien sûr. En même temps, je suis très mal placé pour parler surtout sur Anderlecht, mais je suis tout à fait d'accord avec M. Govertz dans ce qu'il dit. Là aussi, je pense que c'était ma marque de fabrique à Anderlecht. Souvent, on l'a dit, c'est que j'étais un peu foufou et je mettais beaucoup d'engagement, moi, dans mon échauffement. Pour moi, il n'y avait plus rien qui comptait. C'était d'ailleurs, dans le bouquin, j'en parle et vous verrez à certains passages qui ne sont pas piqués des vers. Mais bien sûr, c'est important. De regarder le départ d'un 100 mètres aux Jeux Olympiques, les gars, ils sont bourrés d'adrénaline, ils sont prêts, ils vont tout défoncer, tu leur mets un mur devant eux, ils vont passer à travers. C'est sûr, comme M. Govertz dit, si les mecs, ils n'ont pas cette adrénaline, ils vont passer aussi à travers du début du match, et c'est sûr qu'il faut... Mais là, c'est le rôle, je dirais, de l'entraîneur, du T2, de l'entraîneur des gardiens, du préparateur physique, de leur mettre cette pression, de leur mettre cette force et ce mental qui est tout à fait d'accord avec lui, bien sûr. Cet engagement-là, dès la première minute, je trouve qu'on la voit davantage dans des gros matchs de Coupe d'Europe, etc., qu'en championnat ou en Coupe. Et là, est-ce que c'est pas humain, finalement ? Philippe, qui a joué au plus haut niveau, pourra peut-être répondre à ça. Est-ce que c'est évitable, ce type de comportement ? Ça ne devrait pas l'être. De toute manière, la motivation devrait être pareille au moment de commencer le match, que ce soit... au premier tour de la Coupe de Belgique, de la Crocky Cup, pour vous donner un exemple, qu'un match en déplacement au Barça, au Real ou au Bayern. C'est clair. Mais ça peut paraître logique. Mais quand on a le droit de porter l'étiquette de footballeur professionnel,
Là, on dit que non. Mais je suis complètement d'accord avec toi aussi, Bruno, quand tu parles de mental. Parce que pour moi, personnellement, je commence un peu maintenant à me spécialiser dans l'approche mentale de jeunes joueurs, parce que je trouve que c'est super important. Ouais. Non seulement d'avoir la niaque, si je peux traduire ce que tu veux dire, de commencer un match, mais aussi de préparer un match. Parce que le match ne commence pas quand monsieur l'arbitre siffle un coup pour mettre le ballon en jeu. Ça commence déjà beaucoup avant, que ce soit dans le bus, en mise au vert ou quel que soit l'exemple. Là commence le match, la préparation individuelle de chaque joueur, la préparation collective, avec cette niaque qui, petit à petit, fait montrer le chaudron et à un moment donné explose. Dernière question sur Anderlecht, et ce sera pour toi, Xavier, peut-être une question un peu rentre dedans. Est-ce qu'on va parler de l'Europe, parce que c'est le Slavia Prague ici, jeudi, pour Anderlecht. Et Anderlecht qui va très bien en Europe. Est-ce que tu penses que Anderlecht peut être la belle surprise et peut se retrouver dans le dernier carré de cette Europa League? En tout cas, d'abord essayer de se retrouver dans les 8 premiers après la première phase. Là, je crois que c'est jouable. Il faudra quand même encore prendre quelques points, à la fois au Slavia, à Pilsen et puis contre Hoffenheim. Donc voilà, ce ne sera pas simple parce que le Slavia, déjà jeudi, ce sera un fameux client, mais Anderlecht ira en toute décontraction là-bas. Par contre, le dernier carré, ça me semble quand même assez compliqué avec l'enchaînement des matchs, avec les nombreux blessés qu'ils ont pour l'instant. Il faudra voir évidemment dans quel état reviendra et à quelle vitesse reviendra Torgan Hazard, qui pourrait quand même être le facteur X de cette équipe. Pour Jan Vertonghen, ça va être, à mon avis, un peu plus compliqué. Pour l'Europe, pour nos clubs belges, l'Union accueillera Nice et le club de Bruges jouera contre le Sporting. 10 matchs sans défaite actuellement contre Bruges. La dernière défaite, c'était contre l'AC Milan. Comment est-ce que tu expliques, toi qui suis de près le club de Bruges, comment est-ce que tu expliques cette forme? Cette vague, ça paraît peut-être simple, mais c'est la vague positive sur laquelle Bruges surfe pour le moment. Et quand tu es sur une vague positive, généralement, tu as ce petit grain de chance, ce petit brin de chance plutôt, au bon moment. Ça se voit aussi bien en compétition qu'en Champions League. Donc, pour répondre à ta question, moi, je les vois contre le Sporting du Portugal faire une prestation positive, non seulement au point de vue technico-tactique, je vais dire, mais je les vois prendre des 3 points. Et on accueille via un tour de magie Loïc Wos, journaliste pour Wallfoot et qui suit le Standard de près. Et on va passer sur le Standard. Pas de Coupe d'Europe pour le Standard, malheureusement. Pas cette saison en tout cas. Le Standard qui a perdu des points en fin de match. On parlait du but d'Anderlecht à la 93e, 94e. Ici, c'est dans l'autre sens. C'est un match nul de Louvain avec une égalisation à la 94e. Est-ce qu'on parlait de l'aspect mental côté Anderlecht? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un problème mental du côté du Standard? Oui, bonjour François, bonjour tout le monde. Je pense qu'on peut se le dire très clairement parce que cette dernière semaine, c'est loin d'être la première fois. Il y avait eu l'égalisation de Charleroi dans les dernières minutes où le Standard avait beaucoup trop reculé par rapport à la normale. La fin de match à Genk, c'est pareil qui peut s'expliquer parce que Genk aussi est leader du championnat. Mais pareil, ils n'avaient pas du tout mis la même pression dans la dernière demi-heure, dans les prolongations. Et ici, c'est pareil, ils font un très très bon début de match où Louvain ne touche pas le fin d'année. S'ils font une bonne fin d'année 2024, ils pourront aborder la trêve avec cet esprit-là plus serein. Phil, c'est quoi ton avis toi sur ce Standard actuel? Je pense que tout a été bien résumé. La seule chose que l'Eco et ses joueurs doivent quand même faire attention, c'est de ne pas tomber, surtout quand c'est un résultat positif, ou à la limite, je vais dire ne pas perdre, donc un match nul aussi, ils ont un but d'avance.
dans une peur de mal faire et dans une peur de on rentre dans le dernier quart d'heure. Et si on a cette maladie, je vais dire, d'avoir peur d'encaisser ou de se faire rattraper, il y en a qui peuvent s'en mêler les pinceaux. Et certainement, quand on voit les problèmes de blessures qu'il y a pour le moment, ce sont souvent des joueurs qui doivent rentrer et qui n'ont pas beaucoup joué ensemble. Et c'est là, manque de communication, manque d'expérience, que ça peut devenir, je ne l'espère pas, mais que ça peut devenir dangereux. Julien? L'année passée, Molenbeek a eu le problème d'encaisser, je ne sais plus si c'est 6 ou 7 fois à goal dans les arrêts de jeu qui amène une perte de points. Et on voyait bien au fur de la saison, au fur et à mesure de la saison, que dès qu'ils arrivaient dans les dernières minutes, s'ils menaient 2 goals ou que c'était match nul, ça commençait à stresser, ça reculait trop, ça jouait pas bien comme il fallait, alors qu'ils pouvaient avoir fait un bon match tout le reste du temps avant. Et puis arrivé à cette période-là un peu charnière, tout s'effondrait. Il faut se rappeler, par exemple, du temps où Felice Mazzu était encore à Charleroi, le fameux... comment est né le Mazzu Time. C'est quand Charleroi, c'était match nul, ils allaient pour la victoire, et on voyait les équipes adverses comment se dire « Ah non, c'est pas vrai, ça va recommencer ». Et 9 fois sur 10, boum, c'était le cas. C'est purement mental. Oui, absolument. On a parlé de l'aspect physique, ici on parle en effet de l'aspect mental. Loïc, toi qui suis le club de près, est-ce que cette Champions Playoff, ce top 6, c'est véritablement l'objectif du club, de l'équipe? Je pense que dans un premier temps, l'objectif du club et de l'équipe au début de la saison, c'était passer une saison tranquille. On en parlait pendant l'été, on se demandait si cette équipe allait jouer les playdowns, on se demandait comment ça allait se passer. Ils ont joué un match amical contre Dender, ils en prennent 5. Où là tout le monde s'est dit ça va être la catastrophe, qu'est-ce qui va se passer. Donc non, je pense que initialement les playoffs ne sont pas l'objectif. L'objectif c'est d'être tranquille assez rapidement. Après c'est un noyau avec des joueurs qui sont ambitieux. Andy Zekiri nous le disait encore après le match, on est ambitieux, lui il vient de Genk, il vient du pré à Genk, qui veut lui jouer ces playoffs là, donc lui disait on perd 2 points encore et c'est très dommage parce qu'on a envie de jouer ces playoffs. Maintenant je pense que dans la tête de la direction et de l'organigramme du club, tant qu'on est assez loin de la zone rouge pour le moment, on ne va pas trop se tracasser. Il y a plus important extrasportivement pour le moment qui joue aussi. On va quitter la Pro League et parler du football européen avec, comme on l'a dit, la Coupe d'Europe qui recommence cette semaine et plusieurs beaux matchs. Le Real Madrid qui va jouer, le Real Madrid d'Mbappé. Et du coup, une question pour toi, Phil. Est-ce qu'on attend trop de ce joueur? On a l'impression que voilà, il est arrivé dans un nouveau club et que directement il doit mettre 3 buts par match et s'il n'en met que 2, c'est un problème. Déjà, tu as le fait que le gars il s'appelle Kylian Mbappé et que c'est une star incontestable de la planète foot, on va dire. Maintenant, je me mets à la place du garçon. Pas évident. Le Real, c'est au-dessus de tout. C'est au-dessus du PSG. C'est peut-être bien la plus grande cylindrée au monde. Maintenant, il faut être... oui, il a lui aussi semé quelques graines qu'il doit récolter maintenant. Tout ce qu'on a lu, qu'il n'a pas été en équipe de France, et puis qu'il était en discothèque, je ne sais pas où, là, au Danemark ou en Suède, j'en sais rien. Mais ça reste un être humain, un joueur de foot, qui a des qualités, qui est un des meilleurs au monde, mais qui lui aussi a droit à une adaptation à son nouveau club. Évidemment, son nouveau club, Real Madrid, tu ne peux pas te permettre de faire n'importe quoi. Tu dois gagner, tu dois marquer des buts. Donc, je voyais d'ailleurs Vicente Lizarazu parler de lui dimanche à Téléfoot, et il disait aussi, oh, calme, il a déjà une carrière, il a déjà un fameux sac à dos, notre Kylian. Hein. Donc, soyons un tout petit peu indulgents, tenons-le à l'œil avec ses escapades, mais c'est sur le terrain qu'on juge des gens comme ça. Et sur le terrain, justement, le Real qui joue contre l'Atalanta de Charles de Ketelaar, qui est quand même dans la forme de sa vie. Ouais, dans la forme de sa vie, exactement. Justement, est-ce que tu penses que ce joueur devrait avoir plus de responsabilités chez les Diables? De Ketelaar? Ouais. Oui, complètement. Moi, je ne comprends pas qu'il ne soit pas titulaire chez les Diables. Quand on n'avait pas De Bruyne, par exemple, De Ketelaar, c'était le joueur qui pouvait reprendre son rôle, qui a une polyvalence qui est incroyable. Tu peux le mettre à gauche, à droite, en pointe, en soutien, dans le milieu. Et donc c'est à des choix de Tedesco que je ne comprenais pas. Il le sélectionnait mais il ne le faisait pas jouer. Donc pour moi ça doit devenir un des cadres de l'équipe, surtout dans la forme dans laquelle il est actuellement. Loïc, tu es d'accord? Toi qui suis aussi les Diables, tu es d'accord que De Ketelaar doit avoir plus de responsabilités dans cette équipe? Exactement. Quand on voit, comme Julien le dit aussi, il y a eu un nombre de fois incalculable où De Bruyne n'était pas là, qu'on a cherché une solution pour venir animer tout ça
devant et De Ketelaere semblait la bonne solution. Son niveau à l'Atalanta est en course aujourd'hui pour vraiment remporter le titre. En Serie A, c'est très très serré là devant, ils sont 4-5 équipes. L'Atalanta fait une des plus belles saisons de son histoire récente et De Ketelaere est vraiment un homme clé là-dedans. Ouais. Donc dans une équipe qui cherche de leaders, dans une équipe qui cherche de joueurs qui jouent dans des clubs vraiment qui gagnent des titres maintenant dans cette nouvelle génération, avoir un De Ketelaere qui se bat pour être champion d'Italie avec un rôle clé, c'est un joueur dont il faut se servir et à qui il faut donner un rôle important. Tout en sachant, je pense, que s'il continue sur cette même vague positive qu'il est en train de jouer pour le moment, je ne le vois pas rester à l'Atlanta, moi. S'il continue comme ça et qu'il rejoint l'équipe nationale avec son statut, comme tu dis, mérité d'être titulaire, moi je le vois faire un très gros transfert encore fin de l'année, en Angleterre ou en Allemagne, dans un club vraiment du top. S'il continue comme ça. Sauf si l'Atalanta s'impose comme une des 2-3 meilleures équipes d'Italie sur les 5 prochaines années, un peu comme l'Inter ou quoi, qui avait eu un petit peu sa période creuse, qui est revenue maintenant. S'il joue dans une équipe qui, chaque année, fait 8e quart de Ligue des Champions et qui se bat pour le titre en Serie A. Exactement. Mais il était déjà comme ça à Bruges, rappelle-toi. Il était la plaque tournante, je vais dire. Ouais. C'est lui qui marquait les buts. On disait, ouais, mais le gars, il va rester un peu comme à la Van Aken toute sa vie au club. Un an après, il est parti. Je pense quand même Phil qui réfléchira 2 fois avant de quitter l'Atlanta. Ah oui, il se plaît vraiment bien et puis il verra plus brûler les étapes comme il l'a fait en quittant Bruges, où il a quand même vécu des moments difficiles. Absolument. Mais dans le foot, parfois, il y a des offres qui viennent qui ne sont pas refusées. On est donc dans une semaine de Coupe d'Europe avec la compétition qui a eu lieu le week-end dernier, qui a lieu aussi le week-end qui arrive. Il y a la Coupe de Belgique aussi, il y a l'équipe nationale, tous les matchs qui s'enchaînent. Il n'y aura pas de trêve. Pas de réelle trêve hivernale en Belgique, parce que la Coupe de Belgique recommence déjà autour du 6-7 janvier. On a aussi parlé de la Coupe du Monde des clubs qui aura lieu maintenant cet été. Julien, une question pour toi. Est-ce qu'on en demande trop aux joueurs ? Oui, complètement. Et pas que pour les joueurs, même pour nous, journalistes, pour les supporters. Je pense qu'il y a une sorte de ras-le-bol. Moi, j'arrive en fin de saison, je suis content que ça se termine. Cette année, il n'y aura pas de Coupe du Monde, il n'y aura pas d'Euro. On souffle, quoi. Et je pense que pour certains joueurs, ils seront contents aussi d'avoir un été. Ceux qui ne joueront pas la Coupe du Monde des clubs, ils seront contents d'avoir un été un peu plus calme, avoir de vraies vacances. Nous, on en demande beaucoup trop, et même en championnat de Belgique, à 40 matchs, quand on joue les playoffs. Tout ça, pourquoi ? Pour une question d'argent. Et à un moment, il faut penser aux joueurs. Et il y en a plusieurs qui l'ont dit. Rodri l'a dit, à un moment, il y aura une grève. Et je pense qu'il faudrait ça pour un peu que les instances prennent conscience que ce n'est pas juste des pions qu'on aligne et qu'on fait jouer. Il y a des organismes derrière, des gens qui ont un physique, qui ont un mental et qui doivent parfois souffler. Phil, certains disent que une carrière de footballeur, c'est de 16-17 ans jusqu'à, disons, 37 ans, une vingtaine d'années. On peut faire les efforts pendant 20 ans et ensuite on se reposera. Tu es d'accord avec cet avis-là ? J'ai un peu un avis mitigé là-dedans parce que je ne veux pas comparer l'époque où moi je jouais parce que c'est devenu quasiment un autre sport, aussi bien sur le terrain que dans le portefeuille. Mais moi, je ne me suis jamais plaint. On m'aurait dit à l'époque, on joue 3 fois par semaine, j'étais partant. Parce que c'est ton métier, tu as le bonheur et l'honneur de faire le métier que tu aimes. Quand je parle portefeuille, je ne pense plus qu'on peut comparer. Je dis maintenant, à 37 ans, ils peuvent aller en pension. C'est très clair. Tu ne dois plus bosser, tu ne fais rien d'autre, tu as gagné ta vie très bien. Mais, voilà, c'est vrai qu'il faut faire attention aux organismes et tout ça, mais quand tu vois ce qu'on leur offre aussi en tant que récupération, en tant que moyens techniques, etc., j'ai un avis mitigé. Oui, il y a beaucoup de matchs, mais il ne faut pas non plus les plaindre. Julien ? Mais je pense qu'il y a aussi toute la question de pression médiatique qui est sur les joueurs, qui n'est peut-être pas il y a même 10 ans, 15 ans, 20 ans, et des gars qui jouent comme De Bruyne dans des clubs comme City. C'est une pression qui est intense tout le temps, quoi. C'est pas que le physique finalement, c'est aussi le mental qui fait du coup le physique peut lâcher derrière ou pas. Exactement. Mais il y a un moment il faut qu'il puisse se reposer la tête et je pense que pour revenir sur Mbappé, il y a un peu de ça aussi, c'est que le gars à mon avis, je vais pas parler de burn-out, mais il a eu 6 mois hyper compliqués à la fin avec le PSG, il arrive directement au Real Madrid après aussi un été compliqué avec la France où on attendait beaucoup, il fait pas un Euro exceptionnel. Je pense que le mec il est complètement cramé mentalement en fait et que là, il joue parce qu'il doit jouer, mais qu'il n'est plus dedans. Et je pense que pour beaucoup de joueurs aussi, en fin de saison, ils arrivent et C'est bien que tu dis il joue. Pour un joueur, quand il ne sait plus mettre à l'honneur ce mot « jouer », parce qu'on joue au foot, mais que tu dois aller bosser, je pense là, il y a une différence. Que tu dois aller jouer, là, ça devient grave. Si Mbappé retrouve la joie de jouer, là, on est dans le bon. Xavier, est-ce que tu penses que les conditions de travail, les installations sont aussi prêtes
Voilà, on l'a vu pendant Anderlecht-Beerschot, la qualité de la pelouse, quand les matchs s'enchaînent, ça a un impact aussi sur la qualité du jeu finalement. Oui, tout à fait. Il y a différents facteurs qui peuvent intervenir et qui peuvent faire en sorte que l'accumulation des matchs soit gérée plus ou moins bien. Il y a évidemment la qualité du noyau, la grandeur du noyau. Même au niveau belge, toutes les équipes ne sont pas sur un pied d'égalité. Bruges, par exemple, a beaucoup plus de moyens, même qu'Anderlecht, par exemple. David Hubert fait pas mal tourner son noyau, je pense. Donc ça, c'est déjà une belle approche pour essayer d'éviter les blessures. Malgré ça, il ne peut pas tout éviter. Anderlecht a maintenant 7 joueurs blessés. C'est quand même, ça devient énorme. Sur les 3 derniers matchs, ils en ont perdu 3. De Greve, Vedosi et maintenant Strookens. Et donc, à Anderlecht, ce qui n'arrange rien, tu en parlais tout de suite, c'est l'état du terrain, qui est une catastrophe. On l'a encore vu hier, contre le Beerschot. Voilà, Strookens, il est victime d'un tacle, c'est un contact fortuit, mais sa cheville se tord. Et David Hubert a dit lui-même après en conférence de presse, l'état du terrain n'arrange rien, évidemment. Et donc ça pose question. Ça fait quand même plusieurs mois que ça dure à Anderlecht. C'était déjà le cas l'année passée. Je ne connais pas tous les détails de l'investissement qui devrait être fait. Je sais que ça représente beaucoup d'argent, mais s'ils ne font rien à court terme, ça va continuer à leur coûter des points et peut-être encore pas mal de blessures. Loïc, on va terminer avec toi. Les joueurs répètent souvent, on préfère jouer que s'entraîner. Est-ce que si tu avais été joueur, tu aurais eu le même discours ou il y aurait eu un moment où c'est bon, trop c'est trop? Je pense que c'est beaucoup quand même quand on voit le nombre de matchs qu'ils ont à jouer sur la saison. Comme on disait, la pression médiatique aussi qu'ils ont chaque semaine. Je pense qu'à un moment donné, ce sont des joueurs qui restent des êtres humains et qui ont besoin à un moment donné de calmer le jeu. Quand on voit au Standard, pour revenir sur les blessures, le nombre de blessures qu'il y a pour le moment dans le secteur défensif, où Ivan Neko sur 3 défenseurs centraux doit aligner 2 latéraux. Parce que tous les centraux sont absents. On discutait avec Marlon Fossé il y a une semaine ou 2 en conférence de presse qui nous disait « Je suis maintenant sélectionné avec les États-Unis, une fois par mois, j'ai l'aller-retour en avion. » Alors c'est génial parce que c'est son rêve de jouer, mais ça fait encore des déplacements avec toutes les trêves qui sont aussi récurrentes. Et je pense qu'à un moment donné, les joueurs n'en peuvent plus. Et même si, en tant que joueur professionnel, jouer des matchs, etc., c'est le rêve, en jouer 3 par semaine pendant 10 mois ou 9 mois ou quoi, c'est difficile. Surtout avec tous les déplacements, en fait, je pense que c'est ça qui est le plus usant quand on est loin de sa famille tout le temps. Et je pense que c'est usant aussi de rentrer dans une période comme celle-ci où on joue, il fait 5 degrés, 4 degrés, les terrains ne sont pas très bons. Au Standard, il y avait quelques problèmes aussi ce week-end. À ce niveau-là, je me doute que dans un pays où le climat est un peu plus amical en hiver aussi, ça peut peut-être être un peu plus agréable. Mais... C'est ça. Et on se retrouvera la semaine prochaine pour parler justement de tout ça, parce que les matchs vont s'enchaîner d'ici là, avec Coupe d'Europe, Championnat, la Coupe qui va arriver aussi rapidement. Merci beaucoup à vous et merci à Hubert Lemaire qui a quitté ce plateau. Mais on rappelle son livre dans les coulisses du Sporting d'Anderlecht avec la participation de Xavier Thirion. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.